سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Les victimes libanaises de l'attentat d'Istanbul sont attendues ce soir à 19h30 à Beyrouth. Leur avion doit décoller d'Istanbul. À son bord, les corps de Rita Chami, Elias Wardini et Aïka Moussalem, ainsi que 5 blessés dans l'attaque. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque de la discothèque qui a fait 39 morts, tandis que les équipes de la police antiterroriste d'Istanbul ont placé en garde à vue 8 personnes. Et le I est également à l'origine d'une explosion meurtrière en Irak aujourd'hui dans un quartier chiite de Bagdad. Le bilan est d'au moins 32 morts. Les victimes libanaises de l'attentat d'Istanbul sont attendues ce soir à 19h30 à Beyrouth. Leur avion doit décoller entre 17h et 18h d'Istanbul. Il doit emmener les corps de Rita Chami, Elias Wardini et Aïka Moussalem. Tous 3 ont été tués dans l'attaque de samedi soir. 5 blessés seront également à bord. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'eux, François Asmar. Il a tiré une balle, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un homme en colère ou sous. Mais quelques secondes plus tard, on a entendu des tirs de mitrailleuses. Entre-temps, on s'était déjà couché sur le sol à cause du premier tir. J'étais caché derrière la table, assis par terre, mais mon épaule dépassait. Il tirait sur ceux d'entre nous qui étaient au sol. Il ne tirait pas en l'air, mais vers nous. Si mon corps avait été étendu sur le sol, j'aurais été touché sur tout mon corps. Quand j'ai été touché, je me suis laissé tomber par terre. J'ai fait le mort pour qu'il arrête de tirer dans ma direction. Le patriarche maronite Bchara Boutros-Ghali a dénoncé les attentats terroristes perpétrés partout dans le monde. Il a espéré un prompt rétablissement blessé et de la patience aux familles des martyrs. L'organisation État islamique a revendiqué ce lundi dans un communiqué l'attentat qui a fait donc 39 morts à Istanbul. Plusieurs attentats meurtriers en Turquie ont été imputés à l'EI ces derniers mois, mais c'est la première fois que l'EI revendique ouvertement une tuerie de masse sur le territoire turc. Des équipes de la police antiterroriste d'Istanbul ont de leur côté arrêté et placé en garde à vue 8 personnes. 32 morts, c'est le dernier bilan de ce nouvel attentat à Bagdad, la deuxième attaque d'envergure revendiquée par l'EI en moins de 48 heures dans la capitale irakienne. Il y a des dizaines de blessés. L'explosion a eu lieu dans un quartier chiite. De nombreuses victimes sont des travailleurs journaliers qui attendaient d'être embauchés sur une place de Sadr City. Et puis en parallèle, François Hollande a atterri ce matin à Bagdad. En ce deuxième jour de l'année, le président français a tenu à rencontrer les troupes françaises déployées sur place. La rencontre entre les deux présidents est programmée en zone verte, une enclave hautement sécurisée à Bagdad. Après quelques brefs échanges, l'heure de la conférence de presse commune, l'occasion pour François Hollande de rappeler au président Massoum le soutien de Paris dans la lutte contre le groupe État islamique. Et cet ennemi, nous devons le traquer là où il est sur un territoire, en Irak, en Syrie, mais également bien comprendre les liens qui existent entre ce groupe terroriste et un certain nombre d'individus qu'il manipule et qui organisent des attentats dans de nombreux pays. En chef de guerre, le président Hollande a surtout voulu dédier son premier déplacement de l'année aux hommes de l'opération Chamal, des unités d'élite françaises déployées sur place depuis plus de 2 ans pour former les forces spéciales irakiennes. J'ai un mot pour vos familles, parce que je sais qu'elles vous attendent et que vous aussi, elles vous manquent. Et je voulais leur exprimer toute notre reconnaissance et toute notre solidarité. Merci pour le travail que vous faites et bonne année. Des vœux que le président veut aussi adresser aux soldats français et aux peshmerga postés à Erbil, à environ 60 km de Mossoul. Depuis son engagement dans la coalition internationale en septembre 2014, la France a réalisé plus de 1000 frappes en Irak ou en Syrie.
À Mossoul, l'armée irakienne cherche à conquérir la totalité des quartiers est de la ville, bastion de l'EI depuis 2014. En parallèle, les nombreux civils tentent de fuir. Sandrine Gomez nous en dit plus. Scruter l'horizon avec la plus grande prudence. La hantise de ces soldats d'élite, les kamikazes à bord de véhicules bourrés d'explosifs de l'organisation État islamique. Depuis jeudi, les combats se sont intensifiés. La reconquête de Mossoul est entrée dans sa deuxième phase. Et ici, dans le quartier d'Al-Zohour, à l'est de Mossoul, les forces irakiennes du contre-terrorisme viennent de chasser les djihadistes. Sur le front du quartier de Qadisiyah, j'ai tué 2 membres du groupe État islamique. Dans le quartier de Saddam, j'en ai tué 2 autres. Et ici, sur la dernière ligne de défense, un djihadiste a été éliminé. À mesure que l'armée irakienne progresse dans la ville, ici dans le quartier d'Al-Intisar, sous le bruit des mitrailleuses, ses habitants apeurés sentent que le moment est venu de partir. Les militants du groupe État islamique nous ont mis dehors. Ils abattaient les gens tous les matins dans les rues. Ils venaient se cacher chez nous après avoir frappé à nos portes. Des soldats d'élite irakiens sont là pour les escorter en zone plus sûre. Et il faut faire vite, car les combats se rapprochent. Certaines familles étaient encore assiégées il y a quelques jours par les djihadistes. Mais grâce à Dieu, nous avons réussi à les évacuer en toute sécurité. Un peu partout, les civils tentent de fuir le danger, en portant ce qu'ils peuvent et avec les moyens du bord. Des scènes qui se répètent ces derniers jours. L'armée irakienne assure que la nouvelle phase de l'offensive porte ses fruits. Plus de 42 quartiers ont été libérés. À l'est de Mossoul, plus de 60% des secteurs ont été repris aux djihadistes. Mais en face, la résistance est acharnée. Malgré l'appui aérien de la coalition internationale, le groupe État islamique contrôle toujours la totalité des quartiers ouest de la ville. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'actualité. En Somalie, une voiture piégée a explosé à Mogadiscio. 3 policiers ont été tués. L'attentat s'est produit devant la mission de l'Union africaine. Il n'a pas été revendiqué, mais les Chebabs pourraient en être à l'origine. La milice islamiste cherche à renverser le gouvernement somalien. La dernière attaque remonte à mi-décembre. 5 militaires somaliens avaient trouvé la mort dans l'explosion d'une bombe dans la capitale somalienne. Le fils du président équato-guinéen doit comparaître à Paris. Théodorin Obiang est accusé de constitution frauduleuse de son patrimoine en France. La défense réclame le report du procès. Ethan Agi. Malgré plusieurs recours pour faire annuler les poursuites à son encontre, le procès de Théodorin Obiang s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Le fils du président de Guinée équatoriale est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Les avocats de Théodorin Obiang dénoncent une ingérence de la justice française dans les affaires équato-guinéennes. Le procès repose sur une analyse juridique qui consiste à prétendre que la France serait compétente pour caractériser des infractions qui auraient été commises à l'étranger, ce qui constitue une véritable ingérence dans les affaires d'un État étranger. Il est sur le fond très serein puisqu'il n'y a aucune difficulté pour justifier des fonds qu'il a utilisés. Je rappelle qu'en Guinée équatoriale, il a gagné son argent parfaitement légalement. L'enquête dans l'affaire des biens mal acquis a été ouverte après les révélations d'ONG sur le patrimoine considérable de Théodorin Obiang en France. Un immeuble sur la célèbre avenue Foch estimé à 107 millions d'euros, des voitures de luxe et de sport. Les juges d'instruction révèlent qu'entre 2004 et 2011, le fils du président équato-guinéen a reçu près de 110 millions d'euros sur son compte personnel. Une somme provenant selon l'accusation du trésor public de son pays. Pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute. La fortune de Théodorin Obiang est le produit des détournements de fonds publics et de la corruption. À partir de 2010, des biens de Théodorin Obiang commencent à être perquisitionnés par les juges. Le prévenu mis en examen en 2014 demande aujourd'hui le report de son procès pour pouvoir mieux organiser sa défense. Nous nous rendons à présent au Mexique où la hausse prochaine du carburant suscite la colère des habitants. Ils sont descendus dans les rues pour protester contre la décision du président en place, Enrique Peña Nieto. Les explications d'Ethan Agi. Ces Mexicains ont commencé l'année dans la rue, non pas pour faire la fête, mais pour se plaindre de leur gouvernement. Ils dénoncent la hausse des prix du carburant, une hausse de plus de 20% pour l'essence et 16,5% pour le diesel au 1er janvier, due à la dérégulation du marché de l'énergie. Cette augmentation pèse lourd sur le portefeuille des Mexicains.
Et maintenant, avec cette annonce sur l'essence, je ne sais pas où l'on va. Déjà que le salaire minimum ne permet pas d'acheter les produits de base, cela va être encore moins le cas. L'ouverture au privé met fin au monopole d'État de la société Pemex. Après fin mars, ce sont l'offre et la demande qui détermineront entièrement les prix. Pour l'instant, un plafond a été fixé par le gouvernement. Avec cette réforme, le président Enrique Peña Nieto veut redynamiser le secteur pétrolier alors que les réserves diminuent et que le carburant est majoritairement importé de l'étranger. Oui, il y a un problème avec l'essence. Le problème, ce n'est pas que les prix augmentent, mais que depuis 30 ans, ils ne construisent pas de raffinerie. Ils volent tout l'argent des impôts. Et c'est pour cela qu'on est obligé d'importer de l'essence. La réforme du secteur pétrolier votée en 2014 a ouvert l'exploitation pétrolière à des sociétés privées étrangères. Beaucoup d'experts estiment que cette hausse, entraînée par la dérégulation des prix, devrait accroître l'inflation. La police danoise a arrêté Chung Yora hier soir au Danemark. La raison est l'expiration de son visa. La jeune femme n'est autre que la fille d'une proche amie de la présidente sud-coréenne. Chung Yora, 20 ans, au cœur d'un des plus gros scandales de corruption en Corée du Sud. Son visa a expiré. La jeune femme a été interpellée au Danemark ce dimanche soir et devrait prochainement être renvoyée dans son pays pour y être entendue par la justice. Nous demandons l'extradition immédiate de Chung. Elle sera interrogée à son arrivée en Corée. Cavalière émérite, médaillée d'or aux Jeux d'Asie en 2014, Chung Yora est accusée d'avoir profité des relations de sa mère pour intégrer une grande université sud-coréenne. Une influence qui lui aurait permis, entre autres, d'obtenir de bonnes notes à des cours auxquels elle n'assistait pas. Des grandes entreprises comme Samsung auraient également versé des millions de dollars à une société écran en Allemagne, prétextant financer la formation équestre de la jeune coréenne. Tout cela grâce à l'influence de sa mère, donc, personnage clé de ce vaste scandale de corruption, surnommé Rasputin par les médias sud-coréens. Conseillère très spéciale de la présidente Park il y a encore quelques semaines, elle est aujourd'hui en détention. La révélation de ce scandale avait déclenché des manifestations de masse dans le pays, obligeant l'Assemblée nationale à demander la destitution de Park Geun-hye. Le sort de la présidente est désormais entre les mains de la Cour constitutionnelle qui dispose de 3 mois pour se prononcer. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les victimes libanaises de l'attentat d'Istanbul sont attendues ce soir à 19h30 à Beyrouth. Leur avion doit décoller entre 17h et 18h d'Istanbul. Il doit emmener les corps de Rita Hachemi, Elias Wardini et Eika Moussalem, ainsi que 5 blessés dans l'attaque. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque de la discothèque qui a fait 39 morts. La police antiterroriste d'Istanbul a placé quant à elle 8 personnes en garde à vue. L'EI est également à l'origine d'une explosion meurtrière en Irak aujourd'hui dans un quartier chiite de Bagdad. Le bilan est d'au moins 32 morts. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء